Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre magazine Débat de la semaine. Une occasion pour vous de suivre et de commenter aussi avec nos invités sur ce plateau les grands sujets de l'actualité et aussi de grandes questions qui concernent la nation congolaise. Pour ce nouveau numéro qui sera bien sûr consacré aux 22 ans, bien sûr, après le massacre de chrétiens qu'on appelle aujourd'hui le martyr de la démocratie. Nous allons également parler de cette guerre entre le gouvernement congolais et l'Union européenne concernant la pression que serait en train de faire l'Union européenne sur la République démocratique du Congo en vue de l'organisation des élections en 2016. Et puis, on pourra terminer par la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et pourquoi pas aussi un coup d'œil sur la loi d'amnistie qui a été bien sûr promulguée par le chef de l'État. Et pour parler de toutes ces questions, j'ai sur ce plateau Monsieur Jean-Pierre Kambila qui est cadre de la majorité présidentielle. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Merci. En face de M. Jean-Pierre Kambila, il y a le professeur Milala, qui est donc philosophe. Professeur, bonjour. Bonjour, Oscar. Il est donc de la société savante. Lui n'est pas politicien. Et puis, à côté du professeur Milala, nous avons M. Martin Moukonkole, qui nous revient dans ce débat de la semaine. M. Martin Moukonkole est chef d'un parti politique de l'opposition. M. Martin, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. D'accord, merci d'être venus. Mesdames et messieurs, voici maintenant le premier sujet qui concerne ces 22 ans des martyrs, bien sûr, de la démocratie, ceux chrétiens qui ont été massacrés le 16 février 1992. Ils réclamaient bien sûr la réouverture de la conférence nationale souveraine. Et depuis lors, ils ont été considérés comme le symbole de la démocratie. Je vais commencer avec vous, monsieur Jean-Pierre Kambila, vous qui êtes de la majorité présidentielle. Si il faut parler, bien sûr, de ce massacre ou de cet événement malheureux de 1992, quelle peut être votre analyse par rapport à ce qu'a été comme objectif de ces chrétiens? La lutte des peuples pour la démocratie est une lutte continue. Qui a un prix. Nos compatriotes tombés ce jour-là ont payé le prix de cette volonté de libération. Ce genre de combat ne s'arrête pas. C'est un combat qui doit continuer parce que la démocratie, nous devons la raffermir pour qu'elle aille de l'avant. Ça ne veut pas dire que nous devons nous mettre à nous entretuer tous les 16 mai qui se succèdent. C'est un symbole, nos compatriotes ont payé. Ceci a amené à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je signale quand même qu'aujourd'hui cet État n'est pas un État parfait, mais c'est un État de démocratie. Nous sommes dans une démocratie qui avance. C'est quand même grâce notamment à ces gens-là. Donc je ne peux que leur être reconnaissant et penser à eux d'une manière positive en demandant à mes compatriotes d'aujourd'hui d'avoir le même courage. Et le courage en démocratie, ce n'est pas seulement la contestation. Le courage en démocratie, c'est aussi la construction de cette démocratie-là par des actes positifs. Alors, quels sont ces actes positifs? Parce qu'il ne faut pas contester, ce n'est pas la démocratie. Non. La contestation fait partie de la démocratie. Mais contester à bon escient. Contester lorsque c'est contestable. Dire oui quand il faut dire oui. Et réprimer quand il faut réprimer. Mais bien évidemment, quel est le pouvoir? Quel est l'État qui va vivre sans répression? La répression, la loi accepte la répression, mais une répression légale. Lorsque vous restez dans la légalité et que vous réprimez, il n'y a aucun problème. Parce que la démocratie s'accompagne aussi par l'état de droit. Et 22 ans après, est-ce que notre démocratie a aussi évolué ou bien nous parlons toujours de la jeune démocratie? Mais notre démocratie a évolué. Une des preuves, c'est le fait que nous soyons ici en train de parler de ce 16 février,
sans que personne ne sera inquiété quand on sortira d'ici. Personne. Alors, demain, aujourd'hui déjà, et puis demain dans les journaux, tout le monde parle de ça librement. Chacun s'exprime dans ce pays. Et là, tout à l'heure, vous allez voir, il y aura un débat. Les gens qui ne sont pas d'accord vont s'exprimer. Et il n'y a que dans les pays démocratiques que ceci se fait. Monsieur Martin Mukonkole, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la démocratie en République démocratique du Congo après ces événements malheureux de 1992? Merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour l'opportunité que vous nous accordez aujourd'hui. Il est regrettable de constater que 22 ans après, nous nous retrouvons à une étape très reculée par rapport à l'effectivité de la démocratie dans notre pays. C'est vrai, j'ai entendu les conseillers parler que la démocratie, ce n'est pas seulement la contestation ou la protestation, mais là, il a parlé comme quelqu'un qui ne voit que ceux qui sont dans l'opposition, qui sont en train d'exprimer réellement les principes de la démocratie, mais il n'a pas compris que la démocratie, c'est aussi l'observance et le respect des textes. Et là, c'est parmi des grandes violations des principes démocratiques que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Nous sommes en train de regretter ce qui se passe aujourd'hui parce que les gens peuvent même commencer à se demander la période qu'on avait Mobutu, on avait déjà commencé à partir du 16 février. On avait commencé déjà à comprendre la nécessité de revendiquer et de réclamer les principes démocratiques. Vous n'avez qu'à voir la date du 16 février, elle est passée, il n'y a aucun communiqué même du gouvernement. Pour apaiser ou pour consoler, ou pour réellement rappeler que c'est une date qui a amené ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir d'appeler même notre pays, s'il peut aujourd'hui s'appeler la République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a le peuple qui avait versé son sang pour réellement revendiquer les principes démocratiques. Ce silence-là doit réellement justifier la mauvaise foi du gouvernement en place de ne jamais réellement voir la démocratie s'installer effectivement. Même pas un mot de consolation, même pas un message, mais pour des événements inutiles, on organise même des journées, on les déclare comme des journées payées chômées parce que les gens... Est-ce que ça pouvait changer quelque chose, même si le gouvernement donnait un communiqué pour saluer la journée ou saluer la mémoire de ceux qui sont partis? Pas seulement faire un communiqué, mais intérioriser que ça doit être parmi les éléments qui ont inspiré l'effectivité de cette démocratie dans notre pays. Mais on ne les sent pas. Par les méthodes de travail, par la manière dont le gouvernement actuel se comporte, vous sentez qu'il est en train de nous tromper qu'il y a une démocratie, mais les méthodes ne sont pas des méthodes démocratiques dans la façon de gérer. Mais déjà, la démocratie, l'expression est libre, tout le monde parle aisément. Notre symbole, bien sûr, de la démocratie, c'est le multipartisme que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a même des jeunes partis politiques qui émergent. Ce n'est pas ça une manière aussi, même si ce n'est pas parfait, c'est quand même un pas en avant pour la démocratie dans notre pays. Nous disons que le principe est déjà lancé, le principe est déjà là, c'est une très bonne chose, mais il faut que nous arrivions à intérioriser. Et cette intériorisation, nous l'exigeons. Et du côté de ceux qui sont au pouvoir, qu'ils comprennent que la démocratie nécessite une certaine concession, une certaine prise de conscience dans l'application des textes qui nous régissent. Et c'est là aussi même au niveau de l'opposition, nous devons comprendre que la démocratie, nous devons nous faire des concessions mutuelles en respectant les principes de bonne gouvernance, en respectant les principes d'expression des libertés fondamentaux. Et je crois que ça, si cette protection elle est réellement faite, je crois que ça serait une très bonne chose. Nous n'allons pas dire qu'ils ont réellement compris que nous devons restaurer la démocratie chez nous, mais c'est un combat, c'est pourquoi nous continuons à lutter avec eux pour qu'ils comprennent que la démocratie, ce n'est pas cette façon de s'acharner en pensant qu'il n'y a qu'eux qui ont un point de vue qui doit faire passer, mais il faut qu'on tienne compte de certains principes démocratiques qui doivent régler la gestion de la République. Alors, professeur Milala, vous en tant que philosophe, quelle analyse philosophique pourriez-vous faire de ces événements du 16 février 1992? Merci d'abord pour la parole. La démocratie, c'est obtenir un consensus national autour de quoi les gens peuvent se mettre ensemble. La conférence nationale, c'était pour trouver un consensus national. Ça finit comme ça finit, mais on a eu d'autres consensus après. Le consensus de Sun City, qui a été brisé également. Un pays ne peut pas vivre sans consensus. Mais il y a des mécanismes. Le mécanisme fondamental, c'est la démocratie délibérative. C'est-à-dire que les gens doivent réfléchir librement, de façon rationnelle.
Évidemment, Mobutu a instauré une démocratie, je voulais dire, balbutiement de démocratie, non pas de délibération, mais une démocratie de marchandage. C'est-à-dire, les gens qui ont le plus de moyens, ce sont eux qui négocient des postes, c'est ce qui se fait par ailleurs maintenant. C'est une démocratie d'arrangement entre pairs pour mettre des ministres qu'on n'interpelle jamais, parce que c'est le clientélisme. C'est un consensus tronqué, non pas un vrai consensus fondé sur une opinion publique libre, librement exprimée, fondée sur le droit des votes, qui ne peut pas être violé. Les droits des votes dans ce pays, je me demande si ça marche. Bref, j'aimerais dire, la démocratie, c'est une société civile libre et organisée. Or, Mobutu l'a brisé. Il n'y avait ni manifestation. Et aujourd'hui encore, ni meeting, ni manifestation. Et donc, on a une société civile qui ne fonctionne pas, si pas inféodée. Et donc, je voulais dire, il faut saluer ces grands combats d'il y a 22 ans, mais dans le fond. Or, nous savons que la démocratie, c'est l'espace public. L'espace public, c'est-à-dire, le média domine la société civile comme le courroie principal. Mais regardez les grands décors. Les médias nationaux, aucune opinion contraire au gouvernement. Une opinion sérieuse ne peut pas. Si pas des personnalités qui représentent une opinion alternative, qui peut passer sur les antennes de la RTNC, qui représente une vraie opinion alternative? Personne. Ce sont des opinions arrangées, sans débat de fond. Parce que la démocratie, c'est les débats et les négociations. Lorsque les gens marchent, c'est pour négocier. C'est pour dire, voilà les questions récurrentes qu'il faut mettre à l'ordre du jour de réunion du gouvernement. Mais regardez, d'abord, le gouvernement ne se réunit quasiment pas. C'est grave. Un gouvernement doit se réunir chaque semaine et mettre à l'ordre du jour les questions récurrentes qui sont portées par la société civile. Et la société civile dramatise à travers les marches pour que les questions soient portées à l'ordre du jour du gouvernement. Mais si vous êtes un gouvernement qui n'écoutez pas la société civile, qui êtes-vous? Donc on est là dans la remoboutisation. Nous sommes dans la patrimonialisation des acteurs, aussi bien de la société civile que de la politique. Nous sommes dans le commissionnement. C'est cela. Le poste, c'est pour des opérations retour et finalement, le sous-développement politique. Tant qu'il y a un sous-développement politique, il n'y a pas de développement socio-économique. Nous sommes là en train de tourner le pouce et de faire du surplace. Tant que les marches ne sont pas là, tant que les meetings ne sont pas là, nous sommes nulle part. C'est ça la démocratie. Elle part de bas vers le haut. Mais ici, on commence toujours les élections en haut pour qu'on mette des individus qui vont négocier des contrats et même des choses. Il faut qu'une démocratie soit portée par la nation, par le bas. Les élections municipales, locales, le bas vers le haut. On met toujours le haut vers le bas, c'est pour casser le pays. Et finalement diviser le pays et le balkaniser. Ils le font consciemment ou inconsciemment, mais je crois qu'ils porteront la responsabilité devant leur conscience et devant l'histoire. Alors, M. Jean-Pierre Kambila, après ces deux interventions de vos co-débatteurs, il me semble que avant 16 février 92 égale 16 février 2014. Non, personne ne peut croire à cette assertion-là. Le fait même que nos téléspectateurs puissent entendre cette réquisition sévère contredit le contenu de la réquisition. Vous ne pouvez pas dire que nous ne sommes pas en démocratie, nous ne pouvons pas parler, nous n'avons pas le droit à la parole, et en même temps parler de ça, ce n'est pas possible. Donc il y a une contradiction dans le fait même de pouvoir parler de ça, dans une télévision qui est publique, parce que je sache, la Télé 7 ne passe pas que dans certains milieux, c'est une télévision qui est publique et populaire et connue comme telle. Non. La démocratie, c'est le débat. Au Congo, il existe un débat que plusieurs pays admirent. Débat parlementaire, il existe, où il y a une opposition dynamique. Débat dans la presse, ce débat existe parce qu'il y a la presse de toutes les tendances. Débat, comme nous sommes en train de le faire ici, entre politiciens ou parfois même entre certains intellectuels. Donc, ça, c'est un faux argument. C'est un faux argument, mais qui vise quelque chose. Il vise à noircir le tableau pour que, en fait,
pour une raison politique évidente. Ces gens-là ne sont pas au pouvoir, il faut qu'ils partent. Et pour qu'ils partent, l'argument massu, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Mais c'est complètement faux. Démocratie égale la recherche du consensus. Je l'ai entendu, professeur Milala. Les concertations nationales, qu'est-ce d'autre que la recherche? La concertation, c'est quoi si ce n'est pas la recherche du consensus, justement? C'est quoi? Et lorsque les conclusions même de ces concertations apparaissent comme étant la prise en compte de toutes les revendications de l'opposition. Lorsque vous regardez les 600 et quelques recommandations, résolutions de... et tout ça, mais 500 viennent de l'opposition. Je n'ai pas compté précisément. Je ne veux pas que demain quelqu'un me vienne avec des chiffres pour dire pam, c'est pas vrai. Non. En tout cas, entre 450 et 500 viennent de l'opposition. Et le président a répondu à ça en disant ok, c'est pas la recherche du consensus. Et consensus sans city brisé. En quoi? Là, ça sous-entend ah oui, mais parce que vous aviez bougé la Constitution, vous avez changé la Constitution à un moment donné. Mais on l'a changé en fonction de quoi? Des règles de changement fixées dans la même Constitution. C'est pour ça que je dis, pour parler, soyons aussi, ne prenez pas mal, mais soyons sérieux. Mais on a évoqué de cas palpables de la démocratie que vous ne respectez pas, violation plutôt de la Constitution, le non-respect de textes, par exemple. Bon, on a beaucoup de choses. Non, c'est faux. C'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose qu'il y a forcément violation. Il y a des opinions différentes. Il y en a qui estiment, ah, vous ne pouvez pas bouger la Constitution, même si la Constitution elle-même prévoyait qu'on le bouge. Nous disons non, dès lors que la Constitution permet qu'on la touche, on peut la toucher. Il y a un débat intellectuel, philosophique, ça je suis d'accord. Mais comment est-ce qu'on peut dire, ah ben de l'autre côté, c'est des gens qui assassinent la Constitution parce qu'ils ont touché ça. Non, vous n'êtes pas d'accord sur ce point de vue-là, et sur ce point-là. Et il y a d'autres situations dans lesquelles nous sommes dans la même chose. Et lorsqu'on dit, il faut une opinion alternative. Je prends encore un mot du professeur Milala. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire là? Qu'est-ce qu'il venait de faire? Il ne venait pas de donner une opinion alternative? Mais maintenant, si les gens ne le suivent pas, je ne parle pas de lui individuel, mais si les gens ne suivent pas ce courant-là, qui énonce une opinion, qui demande aux gens d'aller dans une direction, si on ne vous suit pas, mais changer de direction, ça veut dire que la parole, la direction que vous montrez n'est pas suivie. Parce que les gens considèrent que ce n'est pas la bonne. Même si vous-même vous êtes convaincu que la vérité ne peut sortir que de votre bouche. Dernière chose que je... Non, avant-dernière, pardon. Élection de haut vers le bas. Mais maintenant, nous sommes... Mais on vient de vous proposer de commencer une élection à la base. Qui veut pas? Qui refuse? Si ce n'est pas l'opposition. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Hein? Le député... on dit que nous acharnons. On s'acharne à quoi? Nous nous acharnons à rester au pouvoir. Oui. Mais parce que c'est notre droit. Quelle est la démocratie? Quelle est la règle de la démocratie qui dit que quand quelqu'un est au pouvoir, quand un groupe d'idées, parce que c'est ça qui compte, est au pouvoir, il doit absolument disparaître? Quoi ça? Ça vient d'où ça? Où est-ce que c'est écrit ou disserté? Ou est-ce que quelle est cette pensée politique qui consistera à dire dès qu'un groupe est au pouvoir, il faut absolument qu'il cède la place 2 mois après ou deux législations après? Non! Ceux qui vont décider, c'est le peuple qui décidera au moment fixé. Si nous méritons de rester au pouvoir ou si nous voulons partir. Vous opposez, c'est-à-dire vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais donnez aussi une alternative. L'opinion alternative dont parle le professeur Milala, on ne l'entend pas. D'accord. Vous êtes tellement en train de dire... D'accord. Je vais donner la parole à monsieur... Quel est son contenu? Je donne la parole à monsieur Martin Mokonkole. Vous avez suivi, monsieur Jean-Pierre Kambila a donc avancé des arguments pour vous convaincre. Est-ce que vous êtes convaincu maintenant? Même lui-même n'est pas convaincu de tout ce qu'il venait de dire. La preuve,
est-ce que, messieurs les conseillers, voulez-vous accepter, prendre pour nous une invitation, un rendez-vous sur la télévision nationale d'une émission pour qu'on débatte de ces matières telles que nous les faisons maintenant? La preuve en est qu'à la RTNC, c'est que les profs venaient de dire, les médias ne jouent pas le rôle réellement d'un instrument qui pouvait faire véhiculer l'esprit démocratique dans notre pays. Le gouvernement a apprivoisé les médias officiels. Si moi et vous, nous avons la possibilité de venir débattre de cette question, félicitons les privés qui ont accepté les risques. Il suffit peut-être que nous haussons les tons ici pour continuer à démontrer les failles du gouvernement. Les pauvres, on risque de venir fermer la télévision. Nous en connaissons. Est-ce qu'aujourd'hui, où nous en sommes avec la RLTV, où nous en sommes avec Canal Fitir? Je parle de Canal Fitir, une télévision qui est en ordre avec tout ce que vous avez exigé comme paiement. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, cette télévision n'est pas encore ouverte? Est-ce que vous donnez à tout le monde la possibilité de parler au niveau des chaînes officielles? Non. Vous nous donnez l'impression de ceux qui veulent dire aux gens que nous avons démocratisé, nous avons des instituts, nous avons des textes. Vous connaissez que vous ne savez pas respecter des textes. La Constitution vous dit que pour les manifestations publiques, on n'a pas besoin d'une autorisation. On informe l'autorité. Mais vous exigiez, vous transformez cette information, ça devient pour vous une autorisation qu'on doit solliciter. Vous avez même les kilos de réagir à une information. Combien de marches sont brimées? Où est-ce qu'on fait encore des marches ici? Combien d'arrestations sont en train de se faire? Je vais vous citer les derniers. Combien de fois vous n'avez, même pour circuler dans votre propre pays, vous exigez des conditions aux gens? Je ne vais pas vous citer les cas de Vital Kamerhe et sa délégation. Nous avons été bloqués 2 fois. On ne pouvait pas voyager parce qu'il fallait qu'on harmonise avec vous pour qu'on se mette d'accord sur l'objectif de notre déplacement. Et vous pensez que vous êtes démocrate? Vous avez des textes que vous n'avez pas respectés? Vous voulez distraire qui? C'est vrai, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de continuer à réfléchir sur la manière de rester au pouvoir, mais vous devez respecter les principes démocratiques. L'alternance est là même. Il y a même des mandats qui sont, mais quand vous êtes toujours capable de modifier des textes, afin de pouvoir violer et la Constitution et les lois pour vous maintenir toujours au pouvoir, vous trouvez ça c'est la démocratie? Vous êtes des dictateurs qui n'arrivez pas à dire vraiment votre nom. Vous vous cachez derrière tout ce que vous avez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous permettez? Est-ce que notre peuple est capable de dire quelque chose? Vous muselez tout le monde. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui proteste et le soir c'est fini, on a réglé des comptes. Je crois que... Je vous retrouverai demain, député Mokonko. Demain, vous pouvez encore... Micro. Personne ne va vous museler. Vous serez encore là demain. Je voulais arriver à l'histoire des élections. Ouais. Mais, messieurs les conseillers, pensez-vous que c'est normal pour des institutions démocratiques? Les mandats de 5 ans, nous sommes à 7 à 8 ans. On n'a pas organisé des élections, vous trouvez que c'est normal? Il faut qu'on ait d'abord aux élections locales. Ces élections locales que vous étiez censés organiser, que vous n'avez jamais organisées. Vous trouvez ça normal? Vous ne savez pas respecter les mandats? Vous ne savez pas respecter la durée des mandats de chaque institution? Non, moi je crois que trop c'est trop. C'est pourquoi vous avez vu, nous au niveau de l'opposition nous avions dit, nous ne sommes pas d'accord avec ce principe qui est en train d'être mis en place par la Commission, par la CENI. Ou vous acceptez d'organiser des élections, vous acceptez que nous puissions achever. C'est vous ici qui avez fait partir votre Ngoï Mulunda parce qu'il avait triché, vous l'avez tous compris qu'il avait mal organisé des élections. J'ai toujours donné un petit exemple. Un professeur qui a vendu les examens. Vous les sanctionnez, vous les chassez du travail, mais l'élève qui a acheté et vous l'acceptez qu'il puisse passer des promotions. Ce n'est que chez nous qu'on peut vivre des choses comme ça. Et aujourd'hui, on vous a demandé, Malou est arrivé, malgré qu'il n'avait jamais eu le consentement de sa famille politique conformément à la loi qui organise la désignation des membres à ce niveau-là, Malou arrive de la manière dont vous vous connaissez parce que vous connaissez réellement la vraie couleur de Malou. Vous l'imposez comme président de la CENI. Et aujourd'hui, nous disons, nous sommes démocrates, acceptons, mais Malou organise les élections provinciales afin que nous puissions aussi renouveler et les mandats du Sénat, et les mandats des assemblées provinciales, et les exécutifs provinciaux. Vous n'êtes pas d'accord. Vous nous demandez qu'on aille jusqu'au niveau des élections locales. Et tout en sachant que vous êtes incapable de les organiser par rapport à tout ce qu'il y aura comme coût, parce que vous n'avez pas d'argent. Non. Soyons aussi sérieux comme vous l'avez dit. Et je crois nous devons accepter être des véritables démocrates. Vous avez une autre stratégie? Est-ce que vous permettez aux gens de bien s'exprimer? Est-ce qu'il y a des meetings partout?
Est-ce que les partis politiques, quand même nous en avons plusieurs, ces partis politiques peuvent réellement exercer les activités? Il y a des contraintes que vous avez mises. Et maintenant ici, c'est parce que nous passons avec vous à la télévision, vous pensez que c'est ça la démocratie. Nous voulons voir réellement la démocratie dans les faits et dans les gestes. Ce n'est pas au niveau de la théorie. Alors, M. Martin, vous qui n'acceptez pas Apollinaire Malou, disons, tous les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, mais il y a les gens de l'opposition qui sont dans ce bureau-là. Quand vous n'acceptez pas cette feuille de route qu'il a proposée, quand vous n'acceptez pas le code de bonne conduite qu'il a proposé, que les autres ont déjà signé, vous n'avez pas signé, alors vous vous attendez à quoi? Qu'on n'ait pas des élections? Non, monsieur les journalistes. D'abord, quel code de bonne conduite? Vous signez avec des messieurs qui ne savent pas respecter. Ils ont quel type de conduite? Vous allez signer quel type de code de bonne conduite avec qui? Non. Soyons logiques. Les élections, je crois, si réellement nous voulons bien rester conséquents, nous sommes en train même de réfléchir qu'on ramène la question électorale au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a toute une direction qui s'occupe de ça. Qu'on mette fin à cette histoire des institutions d'appui à la démocratie, parce que ces institutions-là, elles sont très politisées et on n'arrive pas à laisser la possibilité aux souverains primaires de s'exprimer normalement. Je crois que la solution au niveau de l'opposition, c'est celle-là. Qu'on ramène l'organisation des élections au niveau du ministère de l'Intérieur. Et à ce moment, on aura mis fin. Quant à ceux qui sont de l'opposition, qui sont dans cette fameuse commission, je crois que c'est clair. Alors, ça fait partie des acquis de la démocratie après 1992. Les chrétiens ont été tués pour ça. Alors, professeur Milala, on va terminer avec vous sur cette question. Alors, qu'est-ce que vous diriez bien sûr à nos téléspectateurs en ce qui concerne aujourd'hui la marche de la démocratie en République démocratique du Congo? Deux choses. D'abord, la démocratie de pays dit développé. Je crois que c'est important parce qu'on vit une démocratie par procuration. Quand vous regardez, prenons les États-Unis. La démocratie est interne. Sur le plan de politique extérieure, c'est de la dictature, c'est pour du pétrole. Que ce soit la France, toutes ces démocraties sont internes. Sur le plan externe, ce sont des dictatures. La politique extérieure de pays développés de Grande-Bretagne. Mais la Grande-Bretagne, c'est celle qui soutient. Quand vous regardez l'appui au budget du Rwanda, c'est la Grande-Bretagne. C'est qu'il faut qu'il y ait aussi un plaidoyer pour ce type de démocratie. Ce ne sont pas des démocraties, ce sont des dictatures sur le plan extérieur. Et qui mettent les chefs d'État en Afrique? Ce sont ces politiques extérieures de ces grands pays. Et même les institutions internationales, quand vous y allez, regardez un peu, ce sont des opérations retour, etc., etc. Donc, il y a une responsabilité des institutions internationales. Et depuis le Ben Laden, le crash de Ben Laden avec les 2 tours jumelles, la question principale pour ces pays extérieurs, c'est leur sécurité intérieure. Et au nom de leur sécurité intérieure, ils nous mettent la MONUSCO. On ne sait pas quand ça va partir. Et donc, nous n'avons pas un programme national sécuritaire capable de nous donner espoir. Ni à l'Est, ni n'importe où, nous sommes dans l'insécurité, je voulais dire, endémique. Tout simplement parce que ces gens-là dictent tout. Et nous, c'est un grand vide. C'est M. Martin Kobler qui vient, qui dit les drones vont faire ceci, on va maintenant attaquer les FDLR. C'est lui qui définit les grandes orientations. Et nous, on n'a pas de grandes orientations à partir des institutions responsables et raisonnées pour aller de l'avant. Alors, deuxième chose, notre société civile est trop faible. Trop faible. Qu'est-ce qu'une société civile? La société civile, c'est d'abord les tissus associatifs. Le tissu associatif doit être organisé, hiérarchisé. Pas de coordination des sociétés civiles que je vois ici de toutes sortes. Il y a des sociétés civiles avec tendance majoritaire. C'est un tissu associatif technique sur tous les domaines. Dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine du développement de ceci, organisé. Une société civile auprès de laquelle on peut demander une expertise. Deuxièmement, les confessions religieuses. Est-ce que nos confessions religieuses sont organisées? Probablement l'Église catholique seule qui, à travers la SEMCO, donne 2 avis et sa position sur la situation de la nation. Et on sait, la nation ne va pas. Ils donnent des rapports sur les ressources, l'exploitation, le vol de ressources humaines, où il y a absence totale de l'État, aucune politique pour relancer ce secteur. Mais nous avons également des personnalités.
les professeurs bien sûr, mais d'autres personnalités qui existent, qui écrivent des livres. C'est ça la société. Mais coiffé par le média. C'est ça. Coiffé par... Mais un média libre. Pas de médias inféodés par le pouvoir. Non, un média libre. Et il y a un agenda libre. Un agenda pour la libération du pays. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, un des objectifs principaux d'un État doit être la politisation du peuple. C'est-à-dire susciter la participation à la gestion de la chose publique. Mais qui gère les choses? C'est une clique de gens avec les relais partout, des gouverneurs patrimonialisés, etc., au point où les autres obédiences ne peuvent pas gérer comme si c'était leur pays. D'accord, merci professeur Milala. Tout ça m'a dit, il faut que la société civile s'organise et fasse un contrepoids. Nous sommes devant une vacuité d'une société civile frivole. C'est cela. D'accord. Prochainement, on aura un délégué de la société civile sur ce plateau. Alors, on passe au deuxième sujet. On parlait déjà des élections, M. Martin Moukonkole. On a évoqué, bien sûr, le cas de ce qui s'est passé en 2011, tout ça. Mais cette fois-ci, il y a la communauté internationale, surtout l'Union européenne, qui est en train de faire pression sur la République démocratique du Congo pour qu'on organise les élections, bien sûr, en 2016. Est-ce qu'il y a eu une crainte pour qu'il n'y ait pas élection en 2016? Non, mais dire qu'il y a eu une crainte, c'est peut-être ne pas comprendre la fameuse feuille de route de M. l'abbé Malumalu. Quand vous jetez un coup d'œil dans la feuille de route, vous comprendrez qu'il n'y aura pas des élections dans les délais. Et c'est comme ça que j'ai souscrit à la réflexion faite par les profs de la manière dont il y a une certaine mainmise de l'extérieur sur la souveraineté de notre pays par rapport aux dirigeants qui sont là comme des commissionnaires de cette communauté internationale. C'est pourquoi cette communauté internationale a même la même mise, commence à téléguider tout ce que nous devons faire, comme si nous n'avons pas nous-mêmes un agenda propre pour la gestion de la République. Et quand les gens vont parler de cette crise de leadership, il y a ceux qui seront un peu frustrés. Or, en réalité, nous les vivons dans les faits qui sont en train de se faire dans notre pays. Si aujourd'hui la communauté, l'Union européenne est en train de s'imposer, c'est parce que c'est elle qui finance à un pourcentage élevé les élections dans notre pays. Elle estime que dans sa logique de voir les élections s'organiser ici, et nous ne sommes pas en mesure de pouvoir présenter un contrepoids parce que nous-mêmes, nous sommes incapables d'organiser des élections chez nous. Il faut qu'on aille solliciter les concours de la communauté internationale. Et en sollicitant les concours de la communauté internationale, on ne veut pas aller dans la logique que pense la communauté internationale. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Mais moi, je pense qu'il y a aussi des réflexions. La communauté internationale est en train de nous faire raisonner par rapport à ce manque de respect des textes qui nous régissent. Il est dit qu'un mandat est de 5 ans. Mais si on ne voit pas ces soucis-là d'organiser les élections dans les 5 ans que vous avez, on ne prépare pas les élections quand il reste 2 ans de la fin du mandat. On prépare les élections dès le début de la première année du mandat. On réunit déjà des conditions pour qu'avant qu'on arrive, les 90 jours avant la fin, qu'on ait organisé les autres élections afin de faciliter la remise et reprise dans les délais. Mais on a vu que d'ici là, on va consommer les 3 ans. Il n'y a pas de préparatifs en termes de l'organisation des élections. Il n'y a pas la mobilisation des moyens, en dehors de quelques théories. En dehors de quelques théories et de quelques intentions qu'on est en train de manifester. C'est tout à fait normal que cette communauté internationale puisse faire une remarque ou une leçon administrée à ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils sont incapables de pouvoir organiser des élections. Pas seulement incapables, mais de mauvaise foi, ils ne veulent pas organiser des élections. Alors, M. Jean-Pierre Kambila, la majorité ne veut pas organiser les élections, ne veut pas soutenir. Vous ne mobilisez pas des ressources pour que les élections aient lieu au moment voulu. Et maintenant, il faut que la communauté internationale ait une chicotte pour que tout avance. Écoutez, je suis très très étonné par les réponses que je viens d'entendre. Il n'y a aucune préparation des élections. Mais qui ne sait pas qu'il y a une loi qui a été votée dans ce pays, que la CENI a été installée avec la participation de l'opposition, que ces gens sont en train de se réunir, que la CENI a proposé, après la loi, la CENI a proposé un code de bonne conduite. Tout ça, c'est quoi? C'est pas de la préparation pour aller vers les élections? Pourquoi il faut venir... Pourquoi le débat doit être un débat de contre-vérité?
Ça, c'est un débat de contre-vérité. La vérité, elle est là, tout le monde la voit. Tous les téléspectateurs qui nous écoutent ou nous regardent en ce moment savent que les élections sont en train de se préparer. Première contre-vérité. Deuxième contre-vérité, financement des élections. Mais il y a seulement 2 ans et demi ici qu'on a eu des élections ici. C'est l'Union européenne qui les a financées. Les dernières élections que nous avons eues ici. Qui n'a pas vu régulièrement Ngoï à l'époque, devant le ministre des Finances de l'époque, l'actuel Premier ministre Matata, aller prendre les chèques, on en faisait grande diffusion pour que le Congolais sache que c'est lui qui paye les élections. Qui ne le sait pas? Pourquoi venir dire les contre-vérités? Voyez-vous? Et on n'a pas fini avec les contre-vérités. La suivante, c'est celle-ci. L'Union européenne, c'est une puissance étrangère qui a ses intérêts. Je crois que le professeur Mila vient de le rappeler ici tout à l'heure. Lorsque l'Union européenne fait pression sur la République démocratique du Congo, il ne fait pas pression sur l'opposition ou sur la majorité. C'est faux. Nous devons enlever ceci de nos têtes. Il fait pression sur le Congo. Le Congo a ses intérêts. C'est aux Congolais de défendre ces intérêts-là. L'Union européenne fait pression parce que l'Union européenne a tout intérêt à faire croire que c'est eux qui font pression ici. L'Union européenne a tout intérêt à affaiblir le Congo. Ils n'ont pas intérêt à avoir des pays africains forts qui s'organisent eux-mêmes, qui vont vers les élections et avancent petit à petit. Non. Donc, je ne rentre pas dans la discussion de la pression de l'Union européenne. Je la trouve franchement déplorable. Parce que dans ce pays, nous sommes en train d'organiser ces choses-là et nous arriverons au bout. Et c'est ça la vraie démocratie. C'est lorsque vous payez de votre peine pour aller dans la bonne direction. Et on ne peut pas à la fois, là je fais une liaison entre ce qu'a dit le professeur et ce qu'a dit le député, c'est qu'on ne peut pas à la fois exiger les élections qui se déroulent normalement sans tenir compte de la situation réelle de l'argent. Ça veut dire, je veux dire, des moyens financiers que vous avez. L'opposition se particularise ces derniers temps, à refuser le calendrier, 2, à refuser le projet, c'est même un projet seulement, de modification du mode de scrutin. Non seulement le mode de scrutin est proportionnel à une partie de vote direct à uninominal, mais aussi au fait que, par exemple, les députés provinciaux puissent voter par un scrutin indirect. En parlant eux-mêmes que nous n'avons pas assez d'argent. Donc voilà pourquoi je dis il faut peut-être un peu de bonne volonté de votre part, messieurs de l'opposition. Il faut un peu de bonne volonté, c'est-à-dire quoi? Simplifier les choses pour qu'on puisse rester indépendant, aller avec nos propres moyens et organiser les élections. Vous ne pouvez pas dire à la fois on n'a pas besoin, on n'a pas assez d'argent, et quand on vous dit bon, puisqu'on n'a pas assez d'argent, faisons qu'un certain nombre d'élections puissent se passer de manière indirecte, au lieu qu'il y ait dans une circonscription électorale 5 millions de personnes qui votent, à tout moment, bon, il y aura peut-être 400 parce que le premier, on les aura votés à un niveau inférieur. Non, il faut tout. Mais où est-ce que nous allons trouver de l'argent? Ça, c'est un. Et j'aimerais aussi revenir sur, lorsqu'on dit, on a empêché l'ancien président de l'Assemblée nationale de voyager. Vous savez, l'État, ce n'est pas seulement la politique politicienne. L'État, c'est aussi la protection de ses citoyens. Un homme comme Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, 3e lors des élections présidentielles dans ce pays. Je n'ai pas besoin de le flatter pour lui dire que ce n'est pas n'importe qui. Et lorsque vous êtes un État sérieux, vous ne pouvez pas laisser une telle personnalité aller dans une zone de guerre. Et quand je dis de guerre, je choisis mes mots. Encore hier, ceux qui ont écouté la radio ce matin savent qu'il y a encore eu des morts de la part de Adef Nalou. Vous savez. Et vous savez encore qu'il y a certaines tendances du M23 qui se prépareraient quelque part. Et tout ça, on l'entend.
Alors, à supposer que M. Vital Kamerhe, dans sa tournée là-bas, tombe sur une embuscade du style de celle qui nous a fait perdre notre héros national, Mamadou. Qu'est-ce qu'on dira de l'État congolais face à son obligation de protection de ses citoyens? Face à son obligation de protection d'un ancien président de l'Assemblée nationale, 3e aux élections présidentielles. Alors là, quand on vous appelle, on dit venez, avec les services de sécurité, nous allons organiser votre tournée. Ça ne veut pas dire qu'on va organiser ce qui va sortir de votre bouche. C'est pas possible. Les représentants Oui. de l'opposition, vous ne les mettez pas, mais vous les gardez quand même. On les met, pas possible. on les met pas où? Je crois qu'il fallait, c'est pas mettre les représentants de l'opposition. Le porte-parole. Les porte-parole. Vous ne les mettez pas. c'est à nous de le mettre. Mais Non. vous ne créez pas les conditions pour qu'on les mette, mais vous Non. voulez quand même garder l'opposition. Écoutez, Ça, c'est vraiment de la qu'est-ce surenchère. Mais qu'est-ce qui empêche les opposants aujourd'hui Bon, je ne connais pas très bien le dossier, mais Ah bah alors, c'est n'en de la parlez pas, surenchère. monsieur le professeur. Alors, évoluez, M. N'en Jean-Pierre parlez pas, Kambila. parlez des choses que vous connaissez. Là, moi, je vais donner des précisions. Chuter alors, oui. Vous viendrez, je connais très bien, monsieur. Je vais vous monsieur donner le des député, précisions à ces sujets. Ce que vous pensez comme une opposition n'en est pas une. Parce que ce que vous allez dire, voici ce que vous allez dire. Vous allez dire, on attend que le président de l'Assemblée nationale actuelle et celui du Sénat organise, convoque, etc. Mais écoutez, mais quelle irresponsabilité, je m'excuse. D'accord. Hein? Ça, c'est notre Si vous sujet. êtes- si vous on êtes pourra responsable, évoquer n'attendez ce sujet dans un... Ce qui compte, Dans notre votre numéro de logique de l'émission. violer les textes, D'accord. quand la Constitution et les lois de la République réglementent Professeur, ça, vous dites qu'on ne peut professeur pas Bilala, suivre ça. Voilà ok, là où d'accord. nous y allons. C'est bon. Prenez vos responsabilités. S'il vous plaît, monsieur Jean-Pierre Kambila, s'il vous plaît. Voilà, D'accord. Alors, professeur Milala, par rapport à cette question de la pression de l'Union européenne sur la République démocratique du Congo en vue de l'organisation des élections en 2016, quelle est votre analyse? C'est faire la même chose et son contraire. Tout simplement, est-ce qu'il y a, ce communiqué, il y a de menaces réelles qui vont rendre crédibles ce communiqué? Lorsque vous dites élection, vous dites s'il n'y a pas élection, eh bien les acteurs, nous connaissons les responsables, ils ne vont pas mettre le pied en Europe. Par exemple, on va saisir leurs biens. C'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que c'est crédible. Mais si ce sont des paroles en hier, comme il y en a toujours eu, il n'y a pas de volonté réelle qu'on encourage les élections. Si il en sort de ce communiqué qu'il y a de vraies menaces, que ce genre ne vont, on va prendre leurs biens, parce que ça se fait. Parce qu'ils torpillent la démocratie. Menacer les gens ici. Mais ils les font, non? Pour des gens, des personnalités dans d'autres pays qui causent de gros problèmes, on leur dit ne circulez plus ici, vous n'aurez plus de visa ici. Et vous les citez nommément parce qu'ils sont convenus. C'est une vingtaine de personnes. Mais le ministre Menda dit que l'Union européenne n'avait pas le droit quand même de programmer les élections en République démocratique du Congo. Ah, il n'y a que la communauté internationale qui a le droit de mettre la MONUSCO ici sans délai. C'est cela. Mais c'est totalement irresponsable. Tout ce qu'on peut dire, c'est ceci. L'Union africaine a donné son avis sur la Libye quand on menaçait. Est-ce que cet avis a été entendu? L'Union africaine a donné un avis sur le procès du président kenyan pour qu'on puisse sur ça. Quel était l'avis du Conseil de sécurité? Donc, c'est eux qui doivent... Et ils disent, niet, ça ne peut pas se faire. Mais pourquoi est-ce qu'on doit les accepter, et l'Union européenne? Pourquoi? C'est pourquoi je dis c'est la même chose et son contraire. J'aimerais donner un exemple plus précis. Tant qu'on n'a pas un vrai agenda pour changer les rapports de force, il n'y aura rien. Les rapports de force viendront par quoi? Vous allez vous rendre compte qu'en creusant un tout petit peu tout ce que nous avons ici, les représentants de l'Afrique, de Grand Lac, la MONUSCO, quand vous creusez un peu, regardez ce qui arrive, c'est que les complexes industriels le plus grand du monde, les multinationales, veulent vendre leurs armes. Je vous donne un exemple des drones. Les drones qu'on lance ici, même avec les renforts, où est-ce qu'on les achète? En fait, l'agenda réel, et nous, on n'a pas un agenda contraire, c'est l'agenda développé par des grands capitalistes qui vendent leurs armes. Même la MONUSCO, les armes là, on les achète où? Sur près des industriels. Et probablement qu'il y a de commissions et tout ça, ça passe par les Nations Unies. Ce sont des trucs très compliqués. Alors, nous, la seule façon de nous organiser, il n'y en a pas deux, c'est notre portefeuille. Qu'est-ce qu'on fait de notre portefeuille qui fera le contrepoids à toutes ces choses? On a tué, on a fait même de notre portefeuille des sociétés commerciales. Je ne sais pas à quoi ça rime, hein? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le portefeuille est le fondement de la prospérité d'une nation.
Mais regardez l'ONATRA, regardez la RDC, regardez la GCAP. On a tout tué. Le temps nous fait... Vous allez dire, vous êtes responsable. Le temps est irresponsable. La question portée sur la pression de la communauté ou de l'Union européenne sur la RDC en vue de l'organisation des élections. On ne comprend pas leur malice. Alors, Monsieur Martin, vous allez prendre la parole juste pour 1 minute, donner votre conclusion. Monsieur Kambila aura aussi 1 minute et professeur 1 minute, on termine l'émission. Je crois que nous nous rappelons du 16 février. C'est une date qui doit être écrite dans la mémoire de tous les peuples congolais pour comprendre que c'était là l'expression et la volonté de notre peuple d'instituer la démocratie qui est réellement le pouvoir qui doit émaner du peuple et être géré pour les comptes du peuple. Que nous soyons de l'opposition ou de la majorité, nous devons comprendre que sans la démocratie, ça sera difficile que nous puissions nous développer, que notre peuple retrouve son compte. C'est ainsi que nous invoquons aussi, en ces moments, que Dieu puisse être le seul qui pourra désigner qui sont ceux qui pourront réellement diriger notre pays, afin que la démocratie soit effective, pour éviter toute ingérence et toute distraction, parce que le non-respect des textes est devenu comme un pays quotidien de notre gouvernement actuel en sacrifiant la démocratie. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Pierre Kambila, juste 1 minute. Non, pour dire les choses simplement, le 17 février, c'est une date qui appartient... Le 16. Le 16, excusez-moi, est une date qui appartient au patrimoine national. C'est une date importante. Ce jour-là, des compatriotes se sont jetés dans la rue pour réclamer la démocratie. Et le résultat, il est là. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de démocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie parfaite, mais la démocratie, c'est comme tout ce qui existe sur Terre ici, elle se construit. Et la nôtre est en train de se construire, elle est en train d'avancer. Sur le deuxième point, des élections. Je pense que tous les Congolais devront mettre un peu de bonne volonté dans ce processus. Parce que se cacher derrière une contestation qui prépare une contestation des résultats ne sert à rien. Il faut travailler aujourd'hui pour qu'on arrive en 2016 à des élections apaisées et qu'on ait des institutions apaisées, parce que ce sont les institutions apaisées qui peuvent construire une véritable démocratie. Merci. Non pas l'installation dans une guerre froide qui ne nous avance à rien. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Kambila. Professeur Milala. Je propose qu'on fasse un mémorial pour des gens qui sont morts pour la démocratie, en commençant par les 4 millions de morts. Je crois qu'une enquête peut être menée pour prendre des noms. Un mémorial demande des noms, qu'on mette des millions de noms. Et on peut avoir une enquête menée pour cette période-là. On peut aussi avoir des morts qui sont des noms, qu'on ait un mémorial avec des noms, pour que tout le monde puisse peser les sacrifices qui ont été consentis pour cette démocratie dont on continue, pour laquelle on continue de lutter. Voilà, je demande qu'on... Vraiment, c'est une idée relayée par les concertations, les fameuses concertations que je n'ai pas aimées. Mais en tout cas, le mémorial, il faut que l'on le fasse. Mais l'idée, vous le prenez. Voilà, c'est par là que nous terminons ce numéro ça avant, du débat de la semaine. Merci à monsieur Martin Mukonkole pour cette première participation depuis le début de l'année 2014 à cette émission. Merci beaucoup pour toutes les analyses et réflexions. Merci également, professeur Milala, pour analyse et réflexion. Monsieur Jean-Pierre Kambila, cadre de la majorité présidentielle, merci d'être là et surtout pour toutes vos réflexions. À vous, téléspectateurs, j'ai été content parce que vous étiez très nombreux à nous suivre. On se retrouve lundi prochain à la même heure. Au revoir.